Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 17 février 2025. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 96 000 $ en léger recul depuis la réouverture du futur CME cette nuit. Un Ether autour de 2680, ça a un peu moins bougé d'ailleurs que BTC. Moins 4,42 pour XRP, plus 2% pour BNB, moins 6 pour Solana, 180 $. Moins 4 pour Dogecoin et on est comme ça sur des plus 2, moins 3. Jusqu'à la 13e position où se trouve Litecoin à moins 6% et jusqu'au top 25 où pareil on est à l'équilibre, on a un moins 6 quand même pour le token officiel Trump, donc le fameux meme coin qui avait fait son entrée tonitruante et fracassante dans le top 25 au final. Donc là on est désormais à 4 milliards de capitalisation quand même, ça n'est pas rien. On a moins 11 pour Jupiter, donc c'est lié à, j'ai vu des petites discussions du côté des réseaux sociaux, je sais pas exactement ce qui est en train de se dérouler, mais voilà, il n'y avait pas tout le monde qui avait l'air content. Je vous invite à creuser un peu le sujet par rapport à Jupiter. Et Sonic qui est à moins 7%, 48e place, et on clôture avec Celestia qui est toujours plus ou moins bloqué à la 50e place, 3 $, 1,6 milliard de capitalisation. L'action de prêt en 4 heures, toujours dans une petite contraction de prix ici, on est vraiment bloqué, en tout cas depuis une semaine, 10 jours, entre 94 et autour des 100 000 $, avec une amplitude un peu plus élargie qui s'est faite entre 91 et, comme vous le savez, les points hauts récents, pas si récents désormais, mais ça reste l'ATH, autour de 108-109 000 $. Le Crypto Fear and Greed 51 sur la neutralité parfaite, avec petit à petit les open interest qui sont en train de reprendre un petit peu. Donc on devrait avoir, je suppose, au cours de la deuxième quinzaine de ce mois de février, un retour de volatilité en espérant qu'on ne casse pas cette espèce de support ici autour des 90 000 $. On était resté la dernière fois au niveau des infos avec Goku qui nous parlait donc de la mise à jour Pectra par rapport à Ethereum. Ça parle pour le mainnet qui sera consécutif aux deux testnets Oleski et Sepolia, 24 février 5 mars, d'un déploiement mainnet autour de début avril. Donc ça devrait quand même avancer assez vite. The Rational Root avec le market cap qui consolide au niveau de Bitcoin des 2000 milliards. On avait pas mal travaillé un bon moment aussi autour de 1000 milliards. D'ailleurs, c'est ce qui avait plus ou moins arrêté déjà le cours autour des deux ATH de 2021, donc on va voir comment ça se déroulera, mais en plus ici avec les deux fameux 2000 milliards, eh bien on a un Bitcoin sur ce compte rond des 100 000, donc ça n'est pas rien. Bourse et psychologie des foules avec Tino qui nous disait novembre 2024, tout le monde qui s'intéressait aux États-Unis, personne à la France, et pourtant on était en train de faire le point bas par rapport au CAC 40, donc vraiment ça c'est de la psychologie de base, mais qui la plupart du temps pourra beaucoup vous servir, et j'y viens dans un instant avec un post bien étayé autour des biais notamment. Cryptost est un fonds souverain d'Abu Dhabi qui a acquis pour 436 millions de dollars de Bitcoin via l'ETF Bitcoin de BlackRock IBIT, comme le révèle un rapport soumis à la SEC. Donc on a malgré tout encore et toujours les institutionnels, les gros sous, les gros fonds qui continuent d'accumuler du Bitcoin au travers des ETF. Solid Intel qui met en avant qu'Aston Martin annonce donc le partenariat en Formule 1 avec Coinbase qui sera directement payé entièrement en stablecoin, puisque on va avoir, je crois, Aston Martin, c'est cette année ou l'an prochain. J'ai pas suivi là récemment ce qui s'était passé au niveau des écuries en F1, et il y avait également Audi qui devait arriver soit cette année, soit 2026. Je pense que c'est Aston Martin cette année et Audi d'ici 2026. En tout cas, on a deux nouveaux arrivants par rapport à tout ça qui se lient, en tout cas pour Aston Martin pour l'instant, à la crypto. Donc c'est plutôt cool. On avait donc un petit hors-sujet également. On va vous faire une vidéo dédiée avec Samy, notre administrateur du Discord, que vous avez déjà vu sur le live du lundi également, autour des ETF, parce que c'est un sujet qui, pour vous, investisseurs avisés, est aussi parfois une suite logique dans votre parcours d'investisseur, dans votre vie patrimoniale, de pouvoir diversifier, et notamment vos prises de profit sur les cryptos, quand parfois on arrive enfin à réaliser des performances, parce que sur ce cycle, c'est très très compliqué, je le concède. Et donc, on voit régulièrement passer le débat qui fait rage autour des frais qui peuvent vraiment impacter donc la performance, que ça soit sur le World, le SP500 ou tout autre ETF bien entendu. Et donc le sujet qui est doublement et hautement plus important aussi par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'on a une qualité de réplication parfaite, voire parfois meilleure même que le sous-jacent. Donc par exemple si on prend le S&P 500 qu'il fait 8% à l'année, est-ce que la réplication sur les ETF va être de 7%, 7,5% ou plutôt
8, 8.2, 8,5. C'est ça qu'on va regarder pour vraiment voir si au final les frais qui la plupart du temps aussi entre 0.3, 0.5, on a des 0.25, même 0.15, peuvent justement avoir une performance sur le très long terme, sur 10 ans, 20 ans. Mais imaginez-vous si tous les ans vous perdez 0,5 points, voire 1 point entier sur une mauvaise réplication parce que vous avez mal fait votre choix en amont par rapport à ce précieux ETF. Donc c'est ce qu'on va essayer de décortiquer avec Samy dans une émission, on vous préviendra sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, vous aurez tous les replays du côté de Twitch, du côté de YouTube, tout ce qui va bien. Et donc, Samy qui déjà nous a proposé donc un espèce de PDF pour nous faire un résumé de tout ça, mais qu'on va vous décortiquer bien entendu en live avec potentiellement les bons élèves, les mauvais élèves à l'exemple, et pour essayer voilà, de partir sur des ETF pour placer nos petites prises de profit éventuelles sur des ETF qui seront porteurs, qui sont bien capitalisés, qui répliquent bien, voire mieux presque parfois que le sous-jacent, donc comme on disait, que ça soit S&P 500, MSCI World ou d'autres trucs. Et à partir de là, je suppose qu'en ayant fait ce gros travail de curation, eh bien, on est lancé justement pour 10-20 ans. Et c'est là où aussi, et ça me permet d'introduire au niveau des biais cognitifs, on voit à quel point les particuliers sont parfois déconnectés de la réalité vis-à-vis des crypto-monnaies, qui ont cet attrait vraiment, et notamment pour le primo-investisseur crypto qui découvre en ayant vu un peu de la lumière au bout du tunnel, que oui, on peut gagner de l'argent rapidement et facilement, entre guillemets, mais que le parcours n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît en amont, et que à contrario, si oui, on peut multiplier rapidement parfois de l'argent sur un coup de chance sur le marché crypto, on peut tout aussi vite le perdre, et c'est cette balance de risque en fait qui est immense en termes de volatilité, qui fait que, ben oui, les particuliers viennent au casino, entre guillemets, crypto dans un premier temps, avant de s'intéresser à la technologie, avant de s'intéresser à la blockchain, avant de s'intéresser à l'histoire de Bitcoin, et très peu iront jusqu'au bout du bout de s'intéresser au fondement même des cypherpunks et tout ce qui allait bien. Mais c'est vrai qu'on est tous passés par là. Dans un premier temps, pourquoi on vient à la crypto? Ben, c'est pour spéculer, voilà, sur ce cycle, c'était des meme coins, des têtes de chiens ou des trucs comme ça. On a bien eu des rochers invisibles à 300-400 000 $ au cycle précédent, donc on va pas faire les démagos à dire oui, c'était mieux avant ou c'était mieux maintenant ou des trucs comme ça, si ce n'est que de constater que jusqu'ici, pour les altcoins, ce cycle a été très compliqué en effet, même en incluant les meme coins, les AI Agent, le Taobi Tensor l'IA, ça a été quand même très très compliqué. Et donc je voulais passer quelques instants sur ce post très bien fait de l'analyste curieux sur Twitter qui nous a répertorié les principaux biais par rapport à la confrontation que vous allez avoir de votre psychologie au quotidien, que ça soit psychologie liée au full, c'est-à-dire de masse, ou votre psychologie propre qui peut vous amener à prendre des décisions qui, la plupart du temps, sont à la fois irrationnelles, sont précipitées, sont sous le coup d'une émotion, justement. Et donc là, ça me paraît intéressant de passer quelques instants avec vous autour de ça, avec premièrement le biais de confirmation, donc où on va chercher systématiquement à avoir des informations qui vont dans notre sens, que ça soit positive ou négative. Je vous fais des petits résumés, mais je vous invite bien entendu à consulter les fiches, puisqu'il a fait ça beaucoup mieux que moi, hein, ce que je pourrais le faire à l'oral ici en quelques minutes pour vous faire une petite rétrospective de tout ça. Le biais d'ancrage, donc, qui est un biais qui consiste à accorder une importance excessive à la première information reçue, et là aussi, c'est un peu un biais qui ressemble au biais de confirmation, si ce n'est que on va s'auto-convaincre aussi qu'on a fait la bonne décision, que si un gros compte sur Twitter partage la même sensibilité, alors c'est que voilà, ça doit être vrai. On est un peu dans ce délire-là. L'aversion au risque, alors ça va être lié directement et intrinsèquement à la façon dont à la fois vous gérez votre argent et à la façon que vous avez d'interpréter l'argent en termes de vecteurs, en termes de commodité. Est-ce que vous avez un problème avec l'argent déjà de base? Il y a un livre qui est très bien sur ça, ce que l'argent dit de vous. C'est un livre qui est très peu épais, mais qui va droit au but pour vous démontrer que, comme un psychologue qui vous étudierait, en fait, si vous faites une psychothérapie de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, vous allez voir que vous êtes conditionné très tôt par rapport à la peur de manquer, par rapport à bon nombre d'autres biais comme ça liés directement à l'argent, mais pas que. Ça peut être juste de la possession, ça peut être la nourriture et bon nombre d'autres choses. Et donc tout ça
ça va cumulativement impacter votre aversion au risque, donc avec un impact émotionnel qui sera plus ou moins fort sur le simple fait que si vous mettez 200 € sur Bitcoin et que vous le voyez baisser de 20 € à 180, vous allez complètement paniquer, vous allez être pétrifié, l'impression de perdre l'intégralité de votre argent, d'avoir comme le monde qui se dérobe sous vos pas, et c'est une situation qui au départ est assez déroutante. Donc peu importe le montant, ça peut le faire avec 50 € comme avec 50 000 €, mais c'est vraiment la capacité que vous allez avoir à reconnaître justement ce genre d'émotion et à travailler sur vous, parce que ça vient pas la plupart du temps de manière innée, mis à part si vous avez été un grand champion de poker et que vous maîtrisez absolument toutes les cartes et de l'investissement et du money management et de la psychologie qu'il y a autour de ce qu'on pourrait appeler aussi la théorie des jeux. Mais ça, c'est un des points pour moi qui est les plus importants, parce qu'il y aura des personnes, en définitive, peu importe comment on tourne le cube pour essayer de le faire rentrer dans un rond, pour qui ça ne marchera pas, tout court, que ça soit en termes d'investissement ou en termes de un peu plus trading actif. Donc vraiment, essayez tôt de vous confronter, entre guillemets, à vos peurs et à vos fantômes par rapport à tout ça, et par la suite, de voir justement, d'être honnête en fonction de vos points forts, de vos points faibles, et de voir justement ce que vous pouvez mettre en place en termes d'investisseurs long terme pour ne pas être impacté par le court terme, par vos émotions. L'effet de groupe, où on va avoir finalement la traduction en 4 lettres, on pourrait dire le FOMO, avec donc des points de hype où tout le monde va vouloir le même actif au même moment. C'était très bien retranscrit par l'illustration de Tino tout à l'heure, et au moment où plus personne ne parle du CAC 40, bien entendu, il est en train de faire son point bas, de même qu'on peut avoir des moments très très négatifs, notamment sur les réseaux sociaux pour X ou Y sujet. Donc les deux antagonistes, quand tout le monde a envie de tout vendre et vraiment ont très très peur, c'est peut-être le bon moment pour vous y intéresser au marché, et de même quand il y a des hypes qui sont complètement déraisonnés et déraisonnables pour le coup, et bien voilà, c'est peut-être le moment de commencer à regarder vers la porte de sortie. Le biais domestique qui est peut-être un peu moins important par rapport à d'autres choses, la tendance des investisseurs à privilégier des actifs nationaux ou locaux, ça à la rigueur ça peut se défendre, mais bon, il ne faut pas non plus être complètement matrixé entre guillemets par le fait de vouloir être un patriote et absolument faire que systématiquement soit sa ville, soit son département, soit son pays. Bien entendu que c'est intéressant aujourd'hui notamment de regarder du côté des États-Unis, mais pas que, et du monde entier. Donc après, bien entendu, je respecte tout à fait les personnes qui ont un biais entre guillemets vis-à-vis de ça, qui vont dire je veux investir que en France, je veux investir que sur des trucs verts, je veux investir que sur des trucs énergie durable. Voilà, chacun a ses critères bien entendu, et le but c'est d'être aligné avec ce que vous comptez faire. L'effet de récence, je m'attarderai pas dessus puisque on donne beaucoup plus d'importance aux informations court terme en effet, et impactantes surtout, que ce qu'on peut l'avoir donc sur des informations long terme. C'est aussi pour ça que la plupart du temps les analyses techniques on les fait en hebdomadaire, puisque ça nous donne une image de fond beaucoup plus longue et ça évite d'être impacté par le court terme. Le biais du survivant, lui c'est important aussi, puisque c'est un biais qui va consister à se concentrer uniquement sur les cas de réussite et à occulter les échecs, voire même les mettre, comme on dit, avec la poussière sous le tapis. Et ça peut vous conduire justement à avoir des bacs d'altcoins qui malheureusement représentent l'immense majorité de votre portefeuille, qui vont finir à moins 99%, et vous allez vous concentrer sur le 1% du portefeuille qui est encore dans le vert, qui va réaliser un plus 200, plus 300%, alors que votre performance globale est complètement horrible. Donc quelque chose de très important aussi pour ne pas avoir de fausses croyances vis-à-vis de votre portefeuille si jamais il venait à être en déroute. Et l'excès de confiance enfin, où on peut résumer ça à l'effet Dunning-Kruger, où au début on a l'impression de maîtriser, c'est une courbe un peu en S, complètement les marchés ou tout ce qu'on attaque en fait en termes de connaissances, et puis on a vraiment une redescente derrière où c'est, comment on l'appelle, la vallée de l'humilité. On se fait punir par le marché, on se fait quasiment tout reprendre par ce dernier, et par la suite on commence à comprendre que oui, ça n'était pas si simple en définitive. On peut justement, comme on le disait tout à l'heure, gagner de l'argent rapidement, mais pour le garder au long terme c'est une toute autre musique. Et il y avait également un biais qui n'est pas marqué ici mais qui est plutôt intéressant, et je clôturerai là-dessus pour les biais aujourd'hui. C'est le biais de disposition, où on a souvent posé cette question aux personnes: est-ce que si on vous donne 1 million de dollars aujourd'hui, vous le prenez comme ça cash, ou est-ce que vous allez préférer avoir 50 000 par mois sur toute votre vie et vous êtes sûr qu'on vous les verse petit à petit? Alors quand bien même une personne autour de la trentaine vivrait jusqu'à 80-85 ans et gagnerait immensément plus
si on lui versait tant tous les mois par rapport au calcul qui est fait sur le papier vis-à-vis de tout ça. Alors j'ai pris 50 000, c'est peut-être beaucoup, mais admettons que sur 50 ans, vous gagnez 2, 3, 5 millions en cumulatif par rapport aux millions simples qu'on vous propose immédiatement. Et donc le biais de disposition, c'est souvent de choisir l'immédiateté pour pallier à l'inconnu en fait par rapport à ce qui pourrait se passer demain. Et ça cumule à minima 1, 2, 3 autres biais qui viennent se greffer autour de ça. Donc je vous en parle en surface du biais de disposition, mais il faudra en discuter un peu plus longuement et peut-être que là aussi on fera des émissions dédiées là-dessus. On a un module dédié à la psychologie du côté de l'oracle qui va être alimenté justement par des travaux pratiques et des lives, etc. Donc c'est clair que ça sera un sujet, que ça soit sur CM ou que ça soit sur l'oracle, qui sera amené à être traité en long, en large, en profondeur. Et j'aimerais même avoir, je sais pas si vous, en termes d'auditoire, il y en a parmi nous, avoir un psychologue, un psychiatre qui viendrait nous parler de tout ce qui a attrait comme ça à l'argent, de tout ce qui a attrait aux biais psychologiques, aux mécanismes de défense liés à l'investissement et à l'argent et à la peur, à l'avidité. Et comme ça nous permettrait aussi d'avoir l'avis d'un professionnel. 3130 milliards, alors finalement j'ai mis un peu au rebut en fin d'émission l'analyse technique pour aujourd'hui, puisqu'il ne s'est strictement rien passé depuis ce week-end. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 qui est désormais à 3050 milliards, mais il ne se passe plus rien. Et quand on regarde la BTC vol 7 jours, on est de retour sur le support, c'est-à-dire que le Bitcoin est complètement à plat à nouveau, après nous avoir fait un pic donc il y a 3-4 semaines. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va passer en dessous ce support pour avoir encore quelque chose qui se resserre toujours encore plus? Je pense pas que ça va réussir à passer beaucoup plus bas, mais ça veut dire qu'on est sur un support de basse volatilité et qu'on va avoir un retour incessamment sous peu au niveau de la volatilité du BTC. Le Bitcoin en tant que tel, 96 000. La moyenne mobile 20 aujourd'hui est autour de 90,7. C'est la zone à ne pas perdre, sinon c'est l'appel d'air en direction de la moyenne mobile 50 qui se trouve entre 74 et 75 000. Ether pour sa part qui essaie de se raccrocher aux branches après être venu mécher très profond 2150. On est de retour au-dessus de la moyenne mobile 200 et 100 qui elle-même s'entrecroise autour de 2500 $. C'est plutôt clean pour Ether, c'est ce qui me laisse penser que si Bitcoin nous fait pas une descentada à 75 000, on est plutôt safe pour l'instant, mais vu qu'il ne se passe pas non plus de grandes réactions autour de la zone sur laquelle nous sommes actuellement, je vous avouerai que voilà, je serre un peu les fesses vis-à-vis de BTC, en tout cas au moins pour cette dernière quinzaine de février. Le dollar américain DXY a trouvé un petit peu de support sur la moyenne mobile 20 à court terme autour de 106 points. On va voir ce que ça va donner, mais bon, sous l'ère Trump, espérons que on aura de nouveau un dollar qui viendra à être moins fort. En tout cas pour le moment, on est plutôt dans cette guerre commerciale vis-à-vis des tarifs douaniers et des réplications, puisque en face, bien entendu, il ne reste pas les bras croisés, donc tant que tout ça perdure, on a quand même un peu de tension sur les marchés. Le CAC 40 qui se porte toujours bien, mais qui va arriver très rapidement sur son ATH, autour de 8268 points, quelque chose dans ces eaux-là. Donc bon, on a quand même eu une remontada express, là aussi, on était presque venu chercher la moyenne mobile 200, on était aligné. Si on se trace une petite droite, on voit que ça l'a anticipé, en fait, on a eu un front run ici, et c'est plutôt intéressant d'ailleurs de voir comment fonctionnent les marchés, de se dire que quand on arrive sur des points clés, la plupart du temps, on n'a pas les objectifs exacts, et c'est pour ça que quand on se fixe, nous, des DCA pour rentrer sur Bitcoin, on rentre à 15 000, on rentre à 20 000, on rentre à 30, on rentre à 40. Quand bien même vous avez un objectif pour ce cycle qui est à 150, 200 ou j'en sais rien, eh bien il va falloir sortir par palier beaucoup plus tôt au départ que l'objectif final qu'on s'était fixé. Sinon, en définitive, eh bien si vous n'avez pas le fameux 150 000 ou 200 000, vous risquez à vos risques et périls malheureusement de ne jamais sortir. Et enfin le gold qui pareil n'a guère bougé au cours du week-end, autour de 2900 $ l'once. Tous les analystes pointent donc 3000 à 3200 courant 2025, sachant que avant 2025 l'objectif pour tout 2025 était déjà 3000. On voit qu'ils sont allés, donc les market makers, chercher tout ça quasi en ligne droite. Qu'est-ce qui nous attend derrière pour le gold? Eh bien, tant qu'on aura toutes ces tensions, bien entendu, et géopolitiques, et pas de confirmation de désengagement des deux conflits majeurs sur lesquels le monde avait ses yeux rivés depuis pas mal de trimestres, il faudra attendre d'avoir un apaisement autour de tout ça et par la suite, pour ce qui est pure finance, d'avoir peut-être la Fed qui d'ici l'été, automne 2025,
2025 baissera à minima une fois les taux en 2025, avec une administration Trump qui fera tout pour à nouveau essayer de leur tordre le bras, un peu comme ce qu'il vient de faire avec la guerre commerciale. On est face à un homme et une administration qui vraiment fonce droit devant et regarde ensuite. C'est très à l'américaine, on tire d'abord et ensuite on regarde un peu, on discute. Mais c'est comme ça que ça a l'air de se passer du côté du pays de l'oncle Sam. Et donc je vous donne rendez-vous ce soir autour de 20h pour le live Twitch. Vous avez la newsletter au moment où cette émission sera déjà parue qui est disponible sur l'Oracle News. C'est tout à fait gratuit et c'est tous les lundis à 9h. Et on se retrouvera mercredi pour la prochaine quotidienne et vous aurez le replay de ce soir demain, mardi, comme d'habitude sur YouTube. Très bonne journée, très bonnes vacances et début de semaine. Bon courage pour le travail. Pour ceux qui travaillent, même pendant que certains autres sont en vacances, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.